Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode, nous recevons Camille Depré, tout d'abord spécialiste de cinéma indien et ensuite enseignant-chercheur à l'université. Camille s'est finalement orientée vers une carrière de professeur de yoga et de méditation et organise également des retraites au Pays Basque. Elle a écrit le livre Le yoga ayurvédique, paru début juin, et qui aborde yoga et ayurveda comme deux disciplines à utiliser conjointement afin d'atteindre l'équilibre intérieur. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, donc tu es professeure de yoga sur Paris. Quand est-ce que tu as connu l'Ayurveda ? Quand et comment tu as connu l'Ayurveda ? Alors, ça remonte à loin. Je pense que mon premier contact avec l'Ayurveda remonte à mon premier voyage en Inde en 1999. Donc, ça fait 20 ans tout rond. Voilà, j'étais partie sac au dos, j'avais 20 ans et sur le chemin, évidemment, comme je voyageais léger, j'ai cherché à m'acheter un petit savon et mon premier savon acheté en Inde fut le Medimix, un savon ayurvédique bien connu qui m'accompagne depuis, je ne le quitte plus et ça a été mon premier contact avec l'Ayurveda et puis progressivement, je me suis mise à m'intéresser au massage et puis à l'alimentation. Et quand j'ai commencé le yoga, évidemment, pour moi, c'était une évidence que ces deux disciplines devaient se pratiquer ensemble. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu pratiques comme type de yoga ? Alors, c'est du hatha yoga, du yoga traditionnel. Évidemment, il peut se teinter de vinyasa, de yin, parfois de yoga restauratif en fonction des besoins de chacun, puisque j'interviens essentiellement au domicile des personnes dans le cadre de cours individuels et même dans le cadre de groupes sur le lieu de travail ou de mini-retraites comme j'organise au Pays Basque. Voilà, j'essaie d'être au plus près des besoins de chacun, donc parfois le hatha yoga n'est pas suffisant. Donc, je m'ouvre aussi à d'autres disciplines, mais j'essaye de rester le plus près possible d'un yoga traditionnel. D'accord. Et justement, tu disais que tu interviens au domicile des personnes et que tu les accompagnes notamment avec le yoga. Tu proposes aussi des pratiques de développement personnel. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le développement personnel ? Eh ben, c'est tout simplement essayer de se reconnecter à soi, donc par le yoga. Donc le yoga, ça inclut évidemment les postures, mais aussi des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, parfois aussi de purification, ce qu'on appelle les kriyas. Et tout ça permet déjà de se reconnecter à son corps, à son mental, à ses émotions pour faire un peu le tri dans sa vie, voir un peu plus quelle serait sa place, son chemin de vie à suivre. Et si je peux aider dans cet accompagnement, eh ben, c'est un grand plaisir pour moi. Et comment savoir si nous avons besoin de ce type d'accompagnement ? Les personnes qui viennent te voir, quelles sont leurs problématiques ? Alors, c'est très variable. Il peut y avoir des personnes qui simplement ont envie de s'accorder un moment à elles et n'arrivent pas à se dégager du temps pour se rendre dans des cours, dans des studios, ou n'ont pas envie de se mélanger à un groupe. Elles préfèrent pratiquer le yoga dans le cadre un peu réconfortant de leur domicile. Mais il peut aussi y avoir des personnes avec des pathologies plus ou moins lourdes qui peuvent aller du cancer du sein jusqu'à des problèmes de dépression. Voilà, donc c'est à la fois des pathologies d'ordre physiologique et émotionnel, les deux étant évidemment interconnectés.
Tout à fait. Et comment se déroule une consultation en développement personnel, comme tu proposes? Alors, pour moi, ça se déroule toujours un peu de la même manière. Avant de procéder à la première séance, j'aime rencontrer les personnes, leur faire un test ayurvédique pour connaître leur dominante ou leur dosha. Et puis, voilà, discuter avec elles, comprendre pourquoi elles s'engagent dans une démarche de développement personnel par le yoga, comprendre ce qu'elles attendent aussi, quelles sont leurs spécificités physiques, leur cadre de vie, enfin voilà, tout ce qui se passe dans leur vie quotidienne pour essayer, moi, de mon côté, de mettre en place une séance la plus adaptée à leurs besoins. Voilà, sachant que ces besoins ne sont pas fixes et qu'ils évoluent au fur et à mesure des rendez-vous. Et donc, c'est aussi une conversation constante avec les personnes pour être bien sûr que je réponde à leurs besoins. Bien sûr. Et donc, tu organises également des retraites au Pays Basque. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consistent ces retraites? Alors, il y a différents types de retraites que j'aime organiser au Pays Basque, tout autour de ce que j'appelle le yoga ayurvédique, hein, donc ce recentrage sur la croisée des chemins entre le yoga et l'ayurveda. C'est toujours des retraites en mini-groupe de 3 à 5 personnes, toujours dans cette recherche d'être au plus près des besoins de chacun. Et j'aime organiser des retraites qui incluent des jeûnes. Donc des jeûnes de 100 heures, c'est-à-dire 4 jours et demi. Les séjours se font sur 5 jours, donc où on pratique le jeûne hydrique, où on boit de l'eau, on boit des boissons ayurvédiques. Parfois aussi, s'il commence à faire un petit peu froid ou si les personnes en ressentent le besoin, un bouillon de légumes, sans les morceaux évidemment. Et puis autour de ça, des activités de yoga, de kriya, de pranayama, de méditation, de relaxation sonore, de promenade dans la montagne, puisque le lieu se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un haut lieu de développement personnel, comme vous le savez sans doute. Et puis également, si la saison le permet, des baignades dans la rivière, parce qu'il y a une très belle rivière juste à côté. Donc l'idée, c'est aussi de se connecter aux 5 éléments de la nature autour de nous et pas uniquement en nous. C'est un subtil équilibre entre les deux. Ouais. Et est-ce que tout le monde peut participer à ces retraites? Parce que on sait, on en a parlé dans d'autres épisodes du podcast, que le jeûne n'est pas forcément recommandé pour tout le monde. Alors ça c'est vrai, sachant que je propose uniquement des jeûnes de 4 jours et demi, on ne s'engage pas dans un jeûne véritablement thérapeutique, c'est plutôt une découverte de ce que peut apporter la pratique du jeûne au niveau physiologique, mais aussi mental et émotionnel, hein, c'est ça qui m'intéresse aussi. Évidemment, des jeûnes plus longs sont plus ou moins conseillés en fonction de sa dominante, de son parcours, de ce qui, voilà, des pathologies qu'on aurait ou pas. Donc voilà, moi je ne propose que des jeûnes de découverte et je propose également des retraites où on ne jeûne pas. Et dans ce cas-là, on peut bénéficier de 2 repas par jour d'inspiration ayurvédique, évidemment. Est-ce qu'il est important de faire régulièrement ce type de retraite pour soi, pour son corps, pour sa santé? Alors ça, c'est vraiment une question de libre arbitre, mais on dit souvent, en tout cas pour le jeûne, qu'une pratique du jeûne a des effets sur une période d'environ 6 mois. Donc le pratiquer 2 fois par an, par exemple, serait l'idéal pour que toute l'année soit couverte. Et quant aux autres types de retraites que je propose, c'est vrai que se l'accorder ne serait-ce qu'une fois par an, c'est déjà un bon moment de déconnexion de son quotidien et de recentrage sur soi, je dirais. Ouais. Voilà. Et rien n'empêche de venir plus souvent, bien sûr. Et quand on parle de jeûne, est-ce qu'il y a des recommandations à suivre avant de faire une retraite de jeûne, avant et après? Tout à fait. Alors moi, j'aime bien évidemment accompagner les personnes en amont de la retraite, plus exactement 2 semaines avant le début de la retraite, pour les accompagner dans la décélération alimentaire.
Donc, il y a tout un protocole à suivre pour simplifier de plus en plus la prise alimentaire, faciliter la digestion et préparer le terrain au jeûne, sachant que dans toute cette période de décélération, c'est pas la quantité qu'on vise, mais c'est plutôt le type d'aliments qu'on sélectionne. Donc, on peut continuer à se nourrir à satiété. Simplement, on sélectionne des aliments de plus en plus faciles à digérer. Donc, on commence par éliminer évidemment l'alcool, le café, tous les excitants, la viande, et puis progressivement les céréales pour arriver à un régime 100% légumes et fruits. Et pour la reprise, après le jeûne, j'accompagne également les participants pour être bien sûr qu'ils reprennent l'alimentation dans le sens inverse, en faisant durer le plus longtemps possible la phase où on se nourrit de manière très équilibrée avec des fruits, des légumes, des céréales et d'autres choses. Voilà. Et donc, les retraites que tu proposes sont au Pays Basque. Est-ce que tu as déjà, toi, expérimenté des cures ou retraites en Inde, ou as-tu déjà accompagné des groupes dans le pays? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'accompagner des groupes en Inde. C'est une idée qui me trotte dans la tête. Simplement, voilà, chaque chose en son temps. En revanche, j'ai suivi ma formation de professeur de yoga au Népal. Donc, c'était pas en Inde très, très spécifiquement, mais j'ai passé 6 semaines au domicile de mon professeur de yoga. Donc, vraiment dans une approche très traditionnelle, en tête à tête, où je vivais chez lui et donc on mangeait yoga, on dormait yoga, enfin toute la vie quotidienne tournait autour du yoga, en plus de la formation que vous connaissez sans doute. Voilà. Et je retourne régulièrement en Inde puisque j'y ai vécu, donc j'y ai travaillé, donc c'est un pays qui est très important pour moi et j'y retourne régulièrement pour continuer à me former. La dernière formation en date remonte au mois de février. J'étais à Auroville pour me former à la sonothérapie. Voilà. Waouh, Oh, super. Et pour les gens en fait qui hésitent soit à faire une retraite ou une cure en France, à aller faire une cure en Inde, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence et comment on peut choisir son lieu de cure? Alors, ce que je propose moi, ce n'est pas des cures strictement thérapeutiques. Évidemment, il va y avoir des soins, en particulier pour accompagner la détox du corps, donc le nettoyage de l'estomac, des voies nasales, de la langue, des intestins. Mais c'est vrai que si on va faire une cure en Inde, on est accompagné vraiment par des médecins ayurvédiques, ce que je ne suis pas. Et donc, les soins peuvent aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a tous les massages, toute l'utilisation des plantes qui est beaucoup plus complexe et poussée quand on va faire une cure en Inde. Le haut lieu étant évidemment le Kerala. Et il y a de nombreuses cures disponibles. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire le tri dans l'offre pléthorique qui s'est développée ces dernières années. Il y a des choses très sérieuses et puis il y a d'autres cures qui sont peut-être plus de l'ordre du club vacances, on va dire. Ouais, donc, tout dépend des pathologies et évidemment des personnes. Exactement, exactement. Mais ensuite, voilà, je pense que je pourrais donner plus de détails si on me contacte par écrit pour recommander des lieux qui font ça sérieusement, sachant quand même que la capitale de l'Ayurveda ou des cures ayurvédiques en Inde reste la zone du Kerala. Donc, tu nous as dit que tu as vécu 2 ans en Inde et que depuis, tu t'y rends chaque année. Où as-tu vécu et où vas-tu chaque année? Alors, j'ai vécu à New Delhi à l'époque où j'étudiais le cinéma indien. Et, et puis chaque année, pour mes recherches, je me retournais essentiellement à Bombay, puisque je travaillais sur l'industrie du cinéma indiephone. Vous savez peut-être qu'il y a une grande diversité de langues en Inde et du coup plusieurs centres de production cinématographique. Donc moi, je travaillais plutôt sur des films faits en hindi dans la zone de Bombay.
Mais évidemment, pour ma pratique du yoga et mes formations, j'ai été amenée à beaucoup bouger. Donc, par exemple, pour aller suivre les enseignements d'une astrologue très intéressante qui se trouve à Rishikesh, sur les bords du Gange, dans les Himalayas, ou comme je vous disais précédemment, à Auroville, où on trouve aussi beaucoup de choses intéressantes sur différents domaines liés aux médecines holistiques et au yoga et à la méditation et tout un tas d'autres sujets qui font partie d'une vision holistique du monde, on va dire. Et en Inde, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Peut-être que tu peux nous donner 2-3 anecdotes ou des faits marquants, des choses qui t'ont... Ah, alors c'est compliqué pour moi de sélectionner une ou deux choses parce que c'est vrai que j'y vais depuis 20 ans. Je pourrais même pas vous dire combien de voyages j'ai fait en Inde, tellement j'y suis allée. Mais c'est un pays qui est extrêmement formateur quand on a l'opportunité d'y aller très jeune, comme moi. Ça permet vraiment d'ouvrir les œillères, de se confronter à une société, une culture complètement différente de la sienne. Et en même temps, pour moi en tout cas, je m'y suis sentie chez moi. Dans cette altérité la plus extrême, je me suis sentie parfaitement alignée avec moi-même. Donc, c'est, je pense, ça qui fait que j'y retourne si fréquemment depuis tant d'années. Mais c'est vrai que c'est bien d'aller en Inde avec quelques clés dans son sac à dos. Ça peut être un tel choc culturel que parfois les personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe autour d'elles vont avoir une réaction de rejet et c'est dommage parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde, que ça soit dans le domaine de la médecine, du yoga, du bien-être, du développement personnel et puis des choses plus spirituelles aussi, parce que c'est à la fois un pays très consumériste et très engagé dans le capitalisme ultralibéral, mais c'est aussi un pays qui a su conserver des pratiques spirituelles de maître à disciple depuis des siècles et des siècles. Et on sent quand on va dans des lieux sacrés comme Bénarès ou d'autres sites le long du Gange, par exemple, ou des grands complexes de temples, on sent une énergie pulser et finalement, c'est aussi un outil très puissant pour des visiteurs comme nous pour progresser dans notre pratique parce on bénéficie de cette énergie qui est déjà là et on n'a plus qu'à se pluguer dessus pour avancer dans notre propre pratique. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Mais... Ça donne envie d'y aller. On n'a pas eu l'occasion encore, mais on a tellement hâte que... C'est vrai que je crois que l'Inde rend personne indifférent en fait. Hein. Les gens reviennent soit en se disant oh, je veux y retourner tout de suite, soit en disant je n'irai plus jamais. Quoi. C'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà de ces a priori. Ouais. Donc les a priori qu'on a sur l'Inde, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. C'est la pauvreté extrême, comment je vais faire pour supporter de voir autant de misère au quotidien. Ça va être le statut des femmes. Est-ce que je vais être en danger si je me promène toute seule en Inde en tant que femme? Voilà, il y a le système des castes qui choque aussi beaucoup les esprits occidentaux. Donc c'est vrai qu'il faut accepter d'ouvrir un peu ses œillères et de se laisser un peu porter pour vraiment pouvoir bénéficier de tout ce que l'Inde a à nous apprendre. Et est-ce que le yoga et l'ayurveda sont ancrés dans les habitudes quotidiennes des gens ou est-ce seulement dans certaines parties de l'Inde où les gens suivent un peu les rituels ayurvédiques ou la médecine ayurvédique? Alors, la médecine ayurvédique est quand même plus pratiquée dans les États du sud de l'Inde. Et je parlais du Kerala précédemment, mais aussi au Tamil Nadu et voilà, dans toute la région sud de l'Inde. Le yoga, lui, est pratiqué un peu partout. Après, j'ai pas une connaissance exhaustive de l'Inde. C'est tellement vaste que j'ai pas pu vraiment aller partout. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité des pratiques qui est assez intéressante à
voir aussi et à expérimenter quand on voyage en Inde, que ce soit les pratiques dans les temples tibétains bouddhistes, parce que ces moines-là pratiquent le yoga, et un yoga très physique d'ailleurs, on ne soupçonne pas, mais assez secret, donc on n'a pas forcément accès à leurs entraînements, mais plutôt au moment où ils méditent ou où ils prient. Mais ils ont aussi une pratique physique très intense. Et puis, il y a des pratiques dans le sud de l'Inde qui sont assez différentes. Mais je dirais que celle qui est peut-être la plus répandue, c'est la pratique du Hatha Yoga, un Hatha Yoga assez simple finalement, avec des postures qui ne sont pas aussi acrobatiques qu'on peut voir dans les studios en Occident, mais qui du coup s'adresse à un public un peu plus large. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de voir des personnes qui rentrent dans le troisième âge et qui continuent d'intégrer une pratique du yoga le matin. Le matin en Inde, c'est un moment très important. Les gens se lèvent très tôt et ils ont toutes sortes de pratiques avant d'aller au travail ou avant de se lancer dans leurs activités du jour. Donc ça aussi, c'est une différence de rythme très intéressante où on peut pratiquer le yoga ou faire des ablutions ou prendre soin de soi avant de commencer à manger et à partir au travail. Ouais. Et justement, quels sont tes rituels à toi, tes rituels incontournables du matin? Alors, mes rituels incontournables du matin, quand je me lève, je me gratte la langue, c'est le premier truc. Voilà, pour me débarrasser de toutes les toxines qui se sont accumulées sur la langue pendant la nuit. Ça, c'est un geste très facile à intégrer dans son quotidien. Ça prend 30 secondes. C'est ni douloureux ni compliqué. Et puis après, je bois souvent un verre d'eau cuivrée. Voilà, avant de commencer ma pratique personnelle du yoga. Et après seulement, je bois un jus que je fais à l'extracteur, donc un jus à base essentiellement de légumes, ou à hauteur de 70% en tout cas, grosso modo, de légumes bio de saison, et le reste de fruits. Voilà, donc ça c'est mon petit rituel avant de partir donner des séances de yoga à domicile sur mon petit vélo. Est-ce que tu peux rappeler peut-être, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans le podcast, les bénéfices de l'eau cuivrée? Alors, l'eau cuivrée, c'est vraiment une panacée. Les vertus sont multiples. Évidemment, c'est très bon pour les problèmes d'arthrose, mais c'est aussi très intéressant pour le système digestif. Et puis, ça permet aussi tout simplement de nettoyer l'eau, hein. Quand on vit en ville, qui n'est pas toujours d'une qualité optimale. Voilà, donc il y a plein de vertus, mais les plus importantes, c'est peut-être de travailler sur le système digestif, en tout cas à mes yeux, puisque le système digestif, un système digestif équilibré permet de rester en bonne santé. C'est la base de tout, le cœur de tout. Et peux-tu d'ailleurs nous dévoiler quels sont tes doshas? Alors, j'ai une dominante Pitta et j'ai un deuxième dosha Kapha. Voilà, mais c'est une très forte dominante Pitta, donc c'est là-dessus que je dois travailler au quotidien. Voilà. Et peux-tu dévoiler également un secret de santé et de beauté ayurvédique? Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est détoxination, alors à l'aide du gratte-langue, mais également ce qu'on appelle gant de douche, le bain de bouche qui est facile aussi à intégrer dans son quotidien. On peut le faire sous la douche, avec l'eau de la douche ou avec de l'huile. L'huile de sésame, c'est celle que j'utilise en général. Voilà, donc on fait des gargarismes avec l'huile en bouche pendant 2 minutes et puis on crache et on rince à l'eau tiède. Donc ça fait partie de mes rituels vraiment très fréquents. Et le neti pot aussi, donc l'arrosoir de nez avec de l'eau salée. J'utilise du sel rose de l'Himalaya. Voilà, je sais que ça n'a pas une empreinte carbone super, mais c'est vrai que c'est très adapté au nettoyage des voies nasales. Donc c'est particulièrement utile pour moi dans la période hivernale. Je le fais peut-être un peu moins quand vient l'été, sauf si je me sens un peu encombrée par la pollution
en ville ou par des allergènes, des pollens, des choses comme ça. Mais sinon, oui, c'est plutôt une pratique hivernale, je dirais. J'aime bien aussi les masques et les automassages, mais ça, c'est plus ponctuel. Voilà. Ok. On va aborder notre partenariat avec la marque Tage. Donc, on t'a connu donc grâce à la marque Tage, qui est une marque de cosmétiques ayurvédiques. Et donc, nous sommes, Lorraine et moi, ambassadrices de la marque Tage. Et toi aussi, Camille. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te plaît à toi dans cette marque? Bah, c'est le parcours du fondateur déjà, qui pour moi était assez exemplaire de tous ces gens qui opèrent un tournant dans leur carrière pour donner du sens à leur existence. Et ça a été le cas du fondateur de la marque Tage, qui du coup s'est concentré sur quelque chose qui avait du sens pour lui, et ça s'est focalisé autour d'un voyage en Inde et l'ouverture aux pratiques ayurvédiques et au développement de cette marque cosmétique. Donc tout son cheminement m'a beaucoup plu, et évidemment le fait de développer une marque de cosmétiques sans additifs, naturels, avec voilà, des ingrédients assez limités en nombre, où il n'y a pas une liste trop longue d'additifs. Voilà, tout ça m'a parlé. Et puis après, les tester, voilà, c'est les adopter. Et quels sont les produits que tu utilises et que tu apprécies, les produits de la marque Tage? Alors, moi, j'ai un faible pour les huiles, déjà dans l'utilisation des cosmétiques en général. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup leur huile démaquillante, que je trouve vraiment très, très agréable, qui ne laisse pas du tout une sensation de gras sur la peau et qui ne crée aucune réaction cutanée chez moi, ce qui, comme vous le savez, chez les pitas peut être problématique, voilà, les réactions cutanées. Donc pour moi, c'est très adapté, et j'aime aussi leur huile sèche, corps, visage et cheveux, qui est très, très efficace et qui sent bon. Donc ça, c'est agréable. J'utilise aussi le gommage du corps Abhyanga, qui est fait avec des cristaux de sucre, qui est aussi très chouette. Voilà, donc ça, je dirais que c'est les 3 produits. Ouais, ils sont très bons, c'est vrai. On y va pour les petites questions rituelles? Ouais. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les mois à venir, pour les mois ou les années à venir? Alors, les années, c'est peut-être un peu dur de se projeter, mais pour les mois à venir, il y a évidemment les retraites au Pays Basque qui se développent de plus en plus, puisque c'est une maison qu'on a achetée il y a 1 an et demi uniquement, donc ça reste assez récent, et j'ai envie d'en offrir de plus en plus. Et puis un autre projet, c'est celui d'accompagner la sortie de mon livre sur le yoga ayurvédique. Donc c'est vrai que j'essaye de faire des signatures, des ateliers dans des endroits divers et variés pour faire connaître ce livre, qui permet justement d'intégrer la pratique du yoga dans son quotidien et en fonction de ses besoins propres. Donc c'est un retour aux sources de ce qu'est le yoga, qu'on a tendance un peu trop souvent à associer uniquement à une pratique dans un studio, en groupe, alors qu'à l'origine, c'est vraiment une pratique qu'on apprend d'un maître avant de prendre son envol et de pratiquer seul. Voilà, donc l'idée de ce livre, c'est de pouvoir commencer à se lancer seul. Ça ne veut pas dire renoncer totalement à des cours collectifs, mais simplement voilà, pouvoir adapter une pratique à ses besoins propres, et donc apprendre à se connaître au passage. Et le dernier peut-être projet en cours, c'est pour une entreprise dont je peux peut-être pas révéler tout de suite le nom, mais c'est de leur faire des tutoriels vidéo adaptés aux besoins de certaines de leurs équipes. Donc du yoga sur chaise avec aussi des exercices de respiration. Voilà, donc c'est une entreprise internationale qui a des bureaux partout dans le monde. Donc l'idée, c'est grâce à la vidéo de pouvoir atteindre des gens qui travaillent au Bangladesh, en Afrique, en Amérique latine,
et qu'ils puissent eux aussi bénéficier des outils du yoga. Voilà. Formidable, c'est un beau projet. Hein. Oui, c'est un beau projet, un projet de longue haleine qui va prendre forme là très prochainement. C'est génial, oui. Donc, nous avons notre petite question rituelle que nous appelons l'instant de gratitude. Et donc, nous souhaiterions savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus générale, ce que tu aimerais remercier. Alors, j'aimerais remercier tout ce qui se passe dans ma vie au quotidien. Pour moi, tout est bénéfique, que ce soit positif ou négatif. C'est vraiment des opportunités pour moi d'avancer sur mon chemin, d'évoluer. Donc, c'est vraiment ma manière d'aborder la vie. Et c'est vrai que dire merci, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose que j'intègre dans ma pratique du yoga tous les matins. Il y a un moment pour dire merci. Alors, ça évolue en fonction du jour, de la situation, mais il y a toujours une raison d'être dans la gratitude. Et pas uniquement quand il s'agit de moments de bonheur ou de joie, mais aussi parfois quand on est confronté à des défis, à des difficultés. Chouette. Eh bien, nous avons fini l'ensemble des questions et nous te remercions pour cette interview. Merci à vous deux pour avoir pris le temps de m'écouter et c'était un vrai plaisir. Pour nous aussi, partagé. Merci à toutes les deux. Beaucoup, Camille. Merci à toi et bonne fin de journée. À très bientôt. À Salut. bientôt. Au revoir. Salut. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!